Cette table ronde aura lieu en français et en anglais. Vous avez donc à l'entrée des petits outils de traduction si vous en avez besoin. This roundtable will be in French and in English, so if you need some translate device, it's available at the entrance. La cybercriminalité est devenue un enjeu majeur de notre époque, synonyme de fraude, d'usurpation d'identité, d'importantes pertes financières. Elle perturbe l'économie mondiale en ciblant aussi bien les acteurs privés que les acteurs publics, les entreprises et également les particuliers et les institutions. Aujourd'hui, son coût est estimé à 8 000 milliards de dollars, ce qui place la cybercriminalité comme la troisième économie mondiale, juste derrière les États-Unis et la Chine. Face à ces chiffres qui sont plus qu'alarmants, la communauté internationale réagit. En décembre dernier, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté un projet de convention internationale générale visant à lutter contre l'utilisation des technologies de l'information et des communications à des fins criminelles. En Europe, c'est la Convention de Budapest qui reste le cadre de référence. Cette mobilisation dépasse aujourd'hui les frontières institutionnelles, nous allons le voir, que ce soit les agences de police, les acteurs privés, les fondations ou la société civile. Tous ont un rôle aujourd'hui essentiel à jouer dans cette lutte. Mais face à l'ampleur croissante des cyberattaques, les efforts doivent être intensifiés. Alors, quel est l'état des lieux de la lutte contre la cybercriminalité en Europe? Quels défis reste-t-il aujourd'hui à relever? Comment renforcer la coopération entre acteurs privés et acteurs publics? Et de quels outils Europol, l'Office anti-cybercriminalité et les acteurs privés peuvent-ils mobiliser pour intensifier cette lutte? Autant de questions, vous l'aurez compris, auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alexandru Cătălin-Cosoy, Chief Security Strategist de Bitdefender. Thank you very much. À ses côtés, Gavin Dalton, your Director of Tech Risk and Control de Coinbase. À ses côtés, le commandant Christophe Sansig, chef adjoint du pôle enquêté de l'OFAC, l'Office anti-cybercriminalité. À ses côtés, Paul-Alexandre Gillot, vous êtes coordinateur Joint Cybercrime Task Force d'Europol. À ses côtés, nous avons Eric Salobir, le président de la Human Technology Foundation. Et enfin, Marc van Stalduiden, vous êtes Managing Director and Founder of CFLW Cyber Strategy. Merci beaucoup à tous les 6 d'être avec nous aujourd'hui. Sans plus attendre, nous allons commencer. Mark, in a few words, what are the major trends you are currently observing in cybercrime? Yes. So, good morning, everybody. My name is Mark. I'm really proud to be here. Before I dive in a few trends, I would like to share a little detail that's going to happen today. This afternoon, 1 p.m., there is a press release taking place in Munich where a child sexual abuse material sharing platform has been taken down by law enforcement, and the investigation started with us. And I'm super proud, at the same time super sad that we have to do it. But again, this is quite an important result, I think, of technology providers working closely together with law enforcement on this very painful topic. And I think that is also part of the trends that we do see. Crime continues, crime further internationalizes, crime further professionalizes. So, for example, what we do see happening in the dark web, people are building way stronger operational security measures. So to make it harder for law enforcement, as well as make it harder for other cyber criminals to take over their criminal enterprises. And I think in our responses, we should be strong and, but also more specific. So I really hope also during the panel session, we can talk about specifics and not just a statement. We need to work more together. But I'm really proud to see that as a result of our efforts over the last few years, we're achieving results, and this is really done together. Europol is involved, German law enforcement, Dutch law enforcement, and I think that's what we should build on top. Merci beaucoup, Marc. Eric, Marc vient juste de le mentionner. Un autre pan de la cybercriminalité, évidemment, c'est la pédopornographie ou encore le harcèlement en ligne. Qu'est-ce que vous, en tant que fondation, en tant que représentant de la société civile, vous observez? Et peut-être aussi revenir sur la cybercriminalité qui est menée aujourd'hui par des États. On le voit, que ce soit dans la manipulation de l'information ou dans la diffusion de fake news. Alors, effectivement, je pense qu'on est très centré, quand on parle de cybercriminalité, sur le hacking des infrastructures. Et de fait, c'est important. Mais peut-être ce qui se hack le plus facilement, paradoxalement, ce sont les cerveaux. Et on le voit à la fois dans la guerre informationnelle et on le voit
dans le hacking des plus vulnérables. Et notamment, nous, on a publié un rapport avec un certain nombre d'acteurs publics et privés sur l'identité numérique pour essayer de voir justement quelle était l'ampleur de la menace et qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme réponse. Et ce qu'on voit, si on parle par exemple de la protection des mineurs en ligne, c'est que la menace, elle est triple. Il y a d'un côté, effectivement, l'accès, on va dire, ce sont des enfants qui se font passer pour des adultes. Et donc là, maintenant, la loi Sren est passée en France, qui, normalement, est censée limiter l'accès à la pornographie pour les enfants. On voit qu'il y a quand même d'énormes problèmes de territorialité. Des gens qui disent « Ah non, mais nous, on est un site tchèque. Ah, mais nous, on est un site polonais. » Enfin, le problème, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'on s'entende pour effectivement essayer de limiter cet accès parce que... pas juste pour des raisons, comment dire, d'ordre moral, mais pour des raisons très simples. Un, le fait que les enfants découvrent la sexualité avant de découvrir l'affectivité. Et le second point, c'est que ça introduit un biais de normalité à voir ce genre d'image. Et 50% du contenu de photos pédopornographiques est donné par les enfants sans aucune contrainte, juste parce qu'ils ont l'impression que c'est normal et que tout le monde fait ça. Et donc ça, c'est effectivement une vraie difficulté. On a maintenant une loi, la question c'est de voir comment on est capable de la mettre en œuvre. Le second point, c'est quand ce sont des adultes qui se font passer pour des enfants. Là, c'est toute la dimension du harcèlement et on voit que sur les réseaux, il y a un certain nombre de réseaux qui viennent nous voir en disant comment est-ce qu'on pourrait essayer de contrôler un peu mieux. Et là, c'est vrai que là aussi, le contrôle de l'âge est un élément clé. Nous, on prône un contrôle par double anonymisation, c'est-à-dire en fait une plateforme qui permet à la fois d'accéder à un contenu sans que ni le fournisseur du contenu ni la plateforme ne sachent ce qu'on fait. Donc en fait, ça permet de garder une forme d'anonymat tout en assurant qu'on a bien l'âge requis, par exemple, pour accéder sur un réseau et qu'on n'est pas non plus un monsieur de 60 ans qui essaie de se faire passer pour une petite fille de 13 ans. Parce que, de fait, c'est malheureusement trop courant. Et puis le dernier point, c'est en fait le harcèlement des jeunes entre eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin d'adultes, malheureusement, pour que ça tourne mal. Et là, la question, c'est de savoir comment on est capable de repérer et de corriger, de punir ou d'accompagner dans leur correction les coupables, sachant qu'il ne faut pas non plus dévoiler l'identité de tout le monde et qu'il faut quand même préserver, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut continuer à préserver la confidentialité des échanges. Mais c'est que là, on est un peu sur le fil du rasoir. Et puis, pour revenir sur ce que vous disiez sur les menaces que font peser des États, en ce moment des États avec lesquels on ne va pas se mentir, en guerre, hein, même si ce n'est pas un conflit de haute intensité. Il y a effectivement toutes ces menaces cyber d'attaque dont je pense que les autres intervenants vont largement parler. Mais il y a aussi, nous, on a publié il y a quelques mois un papier justement sur la guerre idéologique et la guerre civilisationnelle. Et on voit comment petit à petit des idées comme la démocratie n'est pas très efficace, la Russie n'est pas vraiment un ennemi, ou la Russie n'est pas dangereuse, sont des idées qui font leur chemin dans l'opinion publique. Et on voit que quelque part, à un moment, ça mine. Si ensuite on parle de continuum de sécurité, de la place du citoyen, etc., dans la défense, on va dire, ou la cyberdéfense, on voit que ça mine complètement l'effort des professionnels parce que ça endort, ça anesthésie les opinions publiques. Et donc c'est aussi contre ça qu'il faut lutter. Évidemment, et d'ailleurs, on va continuer tout de suite avec vous, Paul-Alexandre. On vient de le voir, la cybercriminalité revêt aujourd'hui des facettes très diverses. Comment est-ce que Europol adresse aujourd'hui les défis posés par chacun de ces volets? Comment est-ce que concrètement, aujourd'hui, s'organise la lutte contre la cybercriminalité? Alors, tout d'abord, je pense qu'il convient de préciser un petit peu aussi le mandat d'Europol et le contexte. Alors, Europol, c'est vraiment l'agence européenne de coopération policière. À cet effet, donc, nous sommes compétents pour tout le volet criminalité organisée et dossiers qui impliquent à minima 2 États membres. Ou qui affectent à minima 2 États membres. C'est-à-dire que si jamais vous avez un dossier qui est franco-français avec des auteurs en France et qui implique uniquement des crimes en France, Europol ne va pas être compétent pour ça. Et par nature, avec la création de cette agence et le mandat que l'on a, les dossiers que l'on a à traiter sont généralement les dossiers du haut du spectre priorisés par les pays, les États membres et les pays qui ont un accord opérationnel avec Europol. Et qui sont par nature, qui ont par essence un besoin de coopération internationale poussé. À cet effet,
On a vu comment on a affaire de plus en plus maintenant à une explosion des dossiers, que ce soit, alors là on a parlé effectivement avec de la thématique pédo, des cyberattaques de plus en plus fréquentes, et pour nous, on a un besoin nécessaire de prioriser finalement l'action et les ressources que l'on va donner pour coordonner ces dossiers. C'est fait par plusieurs, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, nous, ce que l'on voit, avec un monitoring aussi qui est fait plus ou moins constant des nouvelles menaces. Dernièrement, par exemple, il y a 3 mois, on a eu l'opération Cumberland. C'était pour la première fois finalement qu'on a eu une opération qui a impliqué près d'une dizaine de pays, qui a impliqué de la génération de contenu pédo via l'intelligence artificielle. Et là, comme vous l'aviez dit, par rapport à même comment ça s'appelle ? Je perds mes mots en français. Fais ton anglicisme, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Par rapport à la manière dont les jeunes générations commencent à consommer de plus en plus ce type de contenu, le fait d'avoir des centaines de milliers de contenus pédos générés par l'IA mis à disposition pour une très faible somme, ça va encourager aussi progressivement une escalation dans le type de contenu qu'ils vont regarder, dans une escalation aussi dans la violence des contenus et l'âge à laquelle aussi ils vont le faire. Et l'idée, c'est vraiment de partir donc sur des dossiers aussi qui vont être d'un genre nouveau, de manière à pouvoir aider au mieux les forces de l'ordre. À côté de ça, on a aussi, pour supporter au mieux la coopération internationale, on le fait à travers donc, le J4. Je fais un peu de la pub pour ce que je coordonne, mais c'est aujourd'hui une task force permanente à Europol qui est composée de 20 pays, 24 agences. À l'heure actuelle, on a plus d'une trentaine de personnels qui impliquent donc et des officiers de liaison et pour certains pays même des analystes qui ont directement accès aussi aux bases de données de leur pays et qui sont capables de faire les recoupements et des enrichissements directement sur place avec nous. Le but d'avoir cette task force, c'est non seulement effectivement dans la priorisation des dossiers, comme je le disais, de pouvoir essayer de mettre les ressources là où les dossiers vont être prioritaires pour les pays, mais également de pouvoir accélérer finalement cette coordination, comme on le disait, avec par exemple des serveurs qui vont être, ou des infrastructures adverses qui vont être localisées dans différents pays, de pouvoir donc accélérer la récupération, le gel des données, la récupération des éléments de preuve, d'envoyer même des équipes sur place avec l'accord des pays en un temps très faible pour pouvoir faire des copies à chaud, c'est-à-dire pendant que les serveurs sont en train de tourner de manière à pouvoir, récupérer les éléments de preuve tels qu'elles le sont à l'heure actuelle, sans alerter les administrateurs de ces services. On a mis en place aussi un système au sein du J4, donc toujours dans cette priorisation, mais d'approche horizontale finalement. On essaye de casser l'approche individuelle des dossiers. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans le cadre des cyberattaques, une attaque, une victime, une plainte et les forces de l'ordre qui vont s'attaquer uniquement à ce volet de l'attaque de manière verticale. Le but maintenant, c'est d'essayer de regrouper finalement les dossiers. Alors tout d'abord, effectivement, soit via les familles de ransomware, mais aller plus loin encore, identifier finalement au niveau des différentes étapes des attaques, quels sont les services qui sont utilisés par les cybercriminels et d'encourager finalement et d'identifier les services qui sont utilisés par ces cybercriminels de manière à pouvoir pousser les pays à engager en fait des enquêtes sur ces services. La France, pour ça, est très bien placée. Je ne dis pas ça parce qu'on est aujourd'hui au FIC à Lille, mais tout est très bien centralisé au niveau judiciaire au sein du parquet de Paris et la section J3. Et il y a un cadre légal qui est quand même très favorable en France pour faire des dossiers contre des plateformes, avec également un cadre légal qui permet d'aller plus loin pour aller récupérer des données. Et à cet effet, on a créé plusieurs initiatives horizontales pour lutter par exemple contre les plateformes qui vont servir à effectuer du blanchiment d'argent via les crypto-monnaies. On a une nouvelle action qui vise à lutter aussi contre les bulletproof hosters ou les services d'anonymisation type VPN criminel utilisés donc par les cybercriminels. Et là, on commence à envisager aussi une troisième opération
qui vise à lutter contre et cibler les forums utilisés par les cybercriminels pour communiquer et les services de communication utilisés par ceux-là. Le but, c'est pas seulement de viser ces services et de retirer une couche finalement de ce que les criminels utilisent, mais également de récupérer les données de ces services qui constituent une véritable mine d'or en termes de renseignements criminels et dont l'analyse proactive de celle-ci va pouvoir vraiment aider les enquêteurs. Merci beaucoup, Paul-Alexandre. Alexandru, Bitdefender is also one of the players in the fight against cybercrime. This fight takes the form of a large-scale police operation. Could you talk a bit more about Operation Reveal and your role in it? I think you have to just take a mic. Hello. Yep. Thank you very much. So in Bitdefender back in 2015, we created a team dedicated to working directly with law enforcement. It's called the Draco team. It's a virtual team, so basically it has dedicated members, but we can spawn within the company whenever there's a case that requires more resources. When we started the team, we thought we're going to be the James Bond of the internet, which is not true. It's been actually an emotional roller coaster, because there's cases that you can solve and there's cases that you cannot solve. Or you know who the suspects are, but police can't arrest them because they're in a particular country, which will not work well with European countries. To answer directly your question, for Revel, this was one of the most famous cases in terms of ransomware. The administrators running the case were, so to speak, professional, Russian-speaking, and very good at what they do. But eventually their operation got dismantled, and part of the affiliates were arrested, part of the infrastructure was taken down, and as Bitdefender, we were also able to, with the help of law enforcement obviously, we were able to come out with a decryption tool for the victims that did not want to pay. Since we had access to the ransom notes, and we were able to see how much money they were requiring, basically we saved $1 billion before reaching the criminals' pockets. So that's in terms of Reveal, but we were involved in also in other cases of ransomware, dark markets, CSAM investigations, and so on. So there's been hidden services that have been disrupted by us. So this is how it goes. And why I was saying it's an emotional roller coaster, it's because while on the technical side things can move faster or in a medium speed, police has to follow all the procedures, because if they make a mistake, the criminal walks away. So it takes a lot of time and a lot of effort. Thank you. Thank you very much. Commandant Sensing, on le sait, la lutte contre la cybercriminalité, c'est surtout une affaire collective. On est d'ailleurs dans une pleine représentation de cette affaire collective aujourd'hui. Au regard de l'escalade des conflits aujourd'hui, comment est-ce que cette coopération se renforce et comment est-ce que vous, à l'OFAC, vous vous préparez dans ce contexte? Alors, l'OFAC, d'abord, je précise, on est au sein de la Direction nationale de la police judiciaire, c'est-à-dire qu'on travaille sur le haut du spectre de la criminalité organisée, quel que soit le domaine. Et alors, pour l'OFAC, plus particulièrement sur la cybercriminalité. On a été créé le 23 novembre 2023, c'est sur 2 autres entités, par un décret du ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, et qui nous désigne comme animateur et coordinateur de l'investigation sur le plan national sur la lutte contre la cybercriminalité. Pour ça, on s'est doté, on s'est structuré 4 grandes structures, 4 grands pôles. Un pôle des signalements, on gère la plateforme Thésée et Pharos, qui nous donne énormément de signalements et d'informations. On a un pôle de renseignement qui gère un peu la coopération internationale, mais non opérationnelle. On a un groupe d'appui qui va aider tous les services en France sur l'appui opérationnel cyber. Et enfin, le pôle dont j'ai la chance d'être le chef adjoint, qui est le pôle opérationnel sur l'investigation judiciaire. On traite toutes les infractions qui existent au niveau judiciaire. Alors on s'est structuré pour ça, pour lutter contre ça, sur 2 grosses sections. Une section dite des cyberattaques. Alors le ransomware, une attaque de stade, une demande de rançon, un chiffrement, exfiltration, etc. Les autres attaques, c'est les piratages, quand il n'y a pas de demande de rançon. L'infrastructure, je te disais Paul-Alexandre, c'est très important. Comprendre l'infrastructure complète d'une attaque, pas juste le code, le malware, mais comment on est arrivé par le phishing, etc. etc. Et enfin, un groupe qui travaille pour nous, qui est un groupe d'appui spécialisé, ce ne sont que des ingénieurs, qui sont aussi le CERT-PJ. Le CERT-PJ, ça nous permet
nous représentons le CERPJ, on est au sein de l'Intercert, et ça nous permet d'avoir des informations sur tous les domaines d'activité liés à la cyber. Et alors, au-delà de ça, ça nous permet en fait. Alors après, on travaille aussi sur le Darknet, Darkphone et aussi sur l'ESP. On a un nouveau groupe qu'on vient de créer pour ça. Et de fait, la coopération avec l'Europol, par exemple, pour nous, c'est une coopération principale puisqu'on est dans pratiquement tous les domaines, toutes les OTF qui sont en cours. Le J4 pour nous, c'est très important. C'est un interlocuteur quotidien et plusieurs fois par jour et plusieurs services. Parce que la criminalité organisée, de manière générale, n'a pas de frontières. Et alors, la criminalité, cybercriminalité, encore moins. Donc, on ne peut pas rester au sein de nos structures, au sein de notre territoire, pour pouvoir lutter efficacement. La version horizontale du travail est très importante. Et nous, en fait, nos dossiers, ce que je veux préciser, pourquoi je disais des DNPJ au démarrage, parce que notre travail, nous, en DNPJ, c'est constater des infractions, faire des constatations des factuels et en trouver les auteurs et les amener devant la justice. C'est effectivement en France, on a J3, une section du parquet spécialisée là-dedans, très efficace. Beaucoup de pays nous l'envient parce qu'on a une chance d'avoir un seul interlocuteur. Donc nous, notre travail, on doit récupérer des éléments. Les éléments, on les met sous forme de preuves sur procès-verbal. Ça paraît un peu, mais et tout ça va devant un juge en fait. Donc tout ce qu'on apporte doit être vraiment prouvé et ne peut pas faire, on peut pas avoir on peut pas nous dire qu'on n'a pas fait notre travail correctement. Voilà. Pas de vice de procédure, sinon plus de procédure. Pas de vice de procédure, voilà. Et puis après le tribunal, d'autant que nombre des infractions actuelles pour lesquelles on travaille sont des infractions qui sont nouvelles. Donc on n'a pas beaucoup de jurisprudence ni de jugements qui ont eu lieu sur les infractions, sur des dossiers même d'ampleur qu'on est en train de traiter. Donc on est obligé nous, peut-être parfois on va dire on coupe les cheveux en quatre, mais on va être certain que lorsqu'il y aura un passage au tribunal, les juges et les gens qui vont voir passer des dossiers ne sont pas des spécialistes cyber, ce sont des juges. Et il faut qu'ils comprennent les infractions, il faut qu'ils comprennent pourquoi on dit que telle personne est un cyberbandit ou fait partie de la criminalité organisée et que ce soit indubitable. Alexandru, Bitdefender is a member of the Europol's advisory group on internet security. Can you tell us more about your role and what it means for you today? Yes, we are a member of the advisory group since 2014. I think that's when we signed our MOU with Europol. Basically what it means is that every 3 months we meet together with Europol and other private partners in the same room. We spend together the entire day and we do some operational updates from both sides. Europol will tell us, okay, this is the latest cases that we solved. This is our plan for the next quarter, for the next year. We're also building this report, so I'd like you to help us. And from the other side, from the private sector, we also provide updates, not necessarily on the cases, but rather from a strategic perspective, what our plans are, what are looking at, which are the latest threats or threat actors that are of interest. This helps out to fine-tune the vision that we have on cybercrime. And this is because, for instance, I had an initial conversation with Interpol many, many years ago. And the question that we both had to ask was, what's the biggest threat today? Us, the private sector, we immediately said, ransomware, obviously. But police said, no, from our perspective, it's business email compromise. And the reason was that we were seeing ransomware because we are a cybersecurity company deployed at companies and consumers, so we can see which is the threat that's targeting them. Law enforcement was receiving thousands of complaints of business email compromise because that's what people do when they get scammed like that. They make a complaint to the police. So their vision was based on complaints. Our vision was based on telemetry. So having this operational meetings makes us seeing the whole picture. What you're seeing, what we're seeing. Okay, how can we help you? How can you help us? We're providing technical assistance. Of course, they also have the means to do it themselves, but they have to work thousands of cases, right?
then there are not so many. We, the private sector, are many companies you see at this table, and we're from different visions, like crypto, cyber, and so on. So if we help them with the technical part, they can focus more on the actual arrest, because we can't arrest anybody. We're not involved into who the suspect is. Whenever we have these sprints, so there's a sprint means that all the countries participating in a case meet for a week and work on the case. So private sector is also invited to present, okay, this is what we see, this is what happens, this is how it works. But when the discussion starts about the suspects, private sector gets out the door. Gavin, Coinbase is also a member of this group. How is it one of the most advanced example of public-private cooperation in the fight against cybercrime nowadays? So the advances, we're not necessarily moving things forward in the process of law enforcement investigation. The advances really come with both the threat and the opportunity of the sheer amount of data that's there, the volumes of data that are engaged. That's the unique selling point for a lot of the private organizations like ourselves, Bitdefender and so on, bring to the table. So in Coinbase's example, we have 100 million customers in 100 countries in the world. Each of those represents a unique data point. Coming back to Paul's point, particularly in the fight against looking at proceeds of financial crime that seems to go through Bitcoin systems, each of those connection points is extremely valuable to our law enforcement partners in terms of the level of insight that we can drive from it, and indeed how we can engage and cooperate there going forward. For us in Coinbase, though, really the advances for us are more about how we can help advance and continue the effectiveness of the investigations and the work that's going on. So one of our key focuses, as well as joining in with the various sprints and so on in the same way as Bitdefender, we spend a lot of time and effort on education and engagement with our law enforcement partners. So we like to view ourselves as an open door that organizations can come to if they need to get any degree of technical know-how when it comes to cryptocurrencies, blockchain technology, and so on. We provide monthly information packs on threat intelligence that we put forward. We reactively work, certainly on all the kind of same things in terms of asset seizures and investigations. But I think the real value that we're trying to bring to the table to continue with those advances is how we engage, do the education, and enable our law enforcement partners to really maximize the intelligence that when things do come to the point it's put in front of a judge, that the technology aspects of it are well understood, will stand up in court, and will stand up to scrutiny. Thank you very much. Paul-Alexandre, peut-être une réaction justement sur ce groupe aujourd'hui dont vous faites également du coup évidemment partie. Pour Europol, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui de travailler avec les acteurs privés ? Alors, je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est clairement crucial pour nous, et c'est d'ailleurs l'essence même des advisory groups à Europol. Pour resituer un peu dans le contexte, Europol, en ce moment, EC3, coordonne 4 advisory groups, a créé et coordonne 4 advisory groups. Donc, premier dont fait partie Bitdefender, qui porte sur les sociétés Internet Security. Deuxième, concernant Financial, pour lequel fait partie Coinbase, différentes grandes banques et acteurs financiers, y compris en crypto. On a l'advisory group qui vient d'être modifié, qui portait avant que uniquement sur les télécommunications, et maintenant qu'on est en train de basculer en service provider, y compris donc avec les géants dont on a de plus en plus besoin. À l'époque, c'était uniquement surtout récupérer des communications téléphoniques. Maintenant, on récupère les données de serveurs entiers. Donc, effectivement, on s'adapte aussi aux nouvelles nécessités. Et le quatrième advisory group qui vient d'être créé cette année et qui va monter en puissance, j'espère, c'est sur recherche et développement. Et cet advisory group va regrouper tout ce qui va être université, académie, et de manière à pouvoir fournir à Europol et appuyer éventuellement notre action sur éventuellement du développement ad hoc d'outils, ou produire éventuellement un état de la menace, ou un papier sur la psychologie par exemple des attaquants, sur les interactions entre les différents groupes. Donc l'idée de ces 4 advisory groups qui sont vraiment thématiques, ça permet de couvrir finalement un large spectre qui est nécessaire pour comprendre la menace, avoir les clés et la coopération nécessaires pour lutter contre les cybercriminels.
L'idéal aussi, grâce au MOU que Gataïn a évoqué, c'est que ce sont des sociétés avec lesquelles on a l'habitude de travailler, qui ont été d'accord pour effectivement signer un Memorandum of Understanding et qui permet également de pouvoir afficher vis-à-vis aussi des forces de l'ordre des partenaires qui sont vérifiés, qui sont des partenaires trustworthy avec Europol. À cet effet, d'ailleurs, la semaine prochaine, lundi, puisqu'effectivement, Catherine disait qu'on se rencontrait tous les 3 mois, on a la prochaine plénière de l'Advisory Group Internet Security. On aura l'occasion de rester toute la journée ensemble avec les 27 partenaires privés qui composent cette Advisory Group Internet Security, avec la participation également de DJ Connect et DJ Home. L'idée pour ces workshops et des advisory groups maintenant, à l'époque c'était très clairement pour collecter finalement les tendances, essayer effectivement d'échanger entre ce que voyaient les forces de l'ordre et ce qui était contribué à Europol par rapport à des plaintes et des dossiers en cours, et ce que les partenaires privés voyaient via les métriques et les différentes recherches qu'ils faisaient. Maintenant, on est en train de rendre finalement les advisory group members de plus en plus opérationnels. On organise durant cette journée et ces réunions des workshops ad hoc de manière à pouvoir aussi permettre aux partenaires privés qui ont des informations très intéressantes finalement à fournir aux différentes forces de l'ordre que nous appuyons, de leur permettre finalement d'identifier les futurs dossiers, les futures priorités. Parfois, ils arrivent même avec des dossiers clés en main et pour lesquels on arrive à enrichir finalement. On récupère leurs données, on l'enrichit et on va après effectuer un suivi sur la future coordination de ces dossiers. Et du coup, comme Catherine l'a très bien évoqué, on organise également, toujours maintenant des sprints. Le concept du sprint a été très bien expliqué, mais grosso modo, c'est venu de la nécessité, finalement, pareil, de prioriser les dossiers. Dans un service comme effectivement l'OFAC pour la police nationale ou l'UNC pour la gendarmerie, ou préfecture de police de Paris avec la BL2C, vous avez des milliers de dossiers qui arrivent en permanence avec des enquêteurs qui travaillent généralement entre une trentaine et une quarantaine de dossiers en même temps. Vous imaginez la charge de travail que ça représente et c'est très dur de dire vous avez priorisé ce type de dossier. Et nous, l'objectif finalement avec les sprints qui sont organisés par Europol, c'est finalement de mettre effectivement dans la même pièce toutes les forces de l'ordre, différents pays qui travaillent sur ce dossier. De cette manière, pendant une semaine, alors déjà, effectivement, à La Haye, j'y suis depuis 1 an et demi maintenant, le temps n'est absolument pas le même, la météo n'est pas la même qu'en France et la nourriture non plus. Donc finalement, quand vous êtes pendant une semaine à La Haye, vous êtes obligé de travailler. Donc tous ces partenaires se retrouvent finalement dans ces salles opérationnelles pour échanger finalement toute la donnée qui a été récupérée depuis, les pistes d'enquête. On coordonne les futures actions ensemble et comme l'a évoqué Catherine, on a également de plus en plus maintenant sur les sprints une implication et une invitation des partenaires privés qui sont nécessaires, indispensables maintenant pour avancer aussi via la visibilité qu'ils peuvent avoir et parfois des outils ou des techniques spéciales qu'ils ont développées et qui sont prêts à mettre au service des forces de l'ordre. Et effectivement, les partenaires privés, donc généralement pas plus de 4 maximum, sont invités lors de ces sprints, échangent aussi avec les enquêteurs. Par contre, après, effectivement, pour préserver la confidentialité des dossiers, à partir du moment où on commence à parler de cibles, les partenaires privés savent qu'ils doivent partir, donc généralement ils ne font qu'une partie du sprint, le volet technique principalement, et pour le volet purement acteur et cible, on a des sessions uniquement force de l'ordre. J'en profite finalement à la fin pour fermer cette parenthèse, mais effectivement, depuis la nouvelle régulation d'Europol nous autorise finalement à pouvoir récupérer directement, à recevoir directement des informations de partenaires privés, le fameux nouveau recast d'Europol. À cet effet, alors j'en profite pour un petit peu envoyer aussi un message et un appel à ce niveau-là, parce qu'il y a déjà effectivement au sein de tous les pays finalement que l'on appuie, des partenariats publics-privés qui sont déjà mis en place et qui sont importants d'ailleurs. Le but, ce n'est pas de suppléer à ces partenariats existants. En revanche, côté Europol, grâce à notre nouvelle régulation,
Si jamais les partenaires privés ont effectivement des informations sur des dossiers en cours ou qui peuvent générer des nouveaux dossiers, si jamais cela concerne trop de pays ou si la masse d'informations est trop importante, les partenaires privés peuvent directement nous envoyer ces informations via ce qu'on appelle maintenant, nous on a mis en place une Cyber Intelligence Gateway. Donc c'est une porte d'entrée unique qui permet directement aux partenaires privés de nous envoyer ces informations. Ces informations-là sont enrichies via nos bases de données. On a l'autorisation de processer ces informations, identifier les pays qui sont affectés et pouvoir après effectuer un suivi, partager ces informations aux pays concernés et, si besoin, après coordonner le suivi de ces enquêtes. Donc on a besoin de vous, on a besoin de ces informations et de ce partenariat public-privé. Donc très clairement, n'hésitez pas si jamais vous avez ce type d'informations, parce que ça aidera dans tous les cas les forces de l'ordre et on est là pour ça. L'appel est lancé. J'espère que vous êtes tous en train d'envoyer des messages à Paul-Alexandre pour lui proposer des informations et puis pouvoir faire avancer la coopération. Merci beaucoup, Paul-Alexandre. Commandant, avec l'essor de l'intelligence artificielle et puis plus largement des nouvelles technologies qui sont aujourd'hui quasi généralisées, leur adoption a été quasi généralisée par les cybercriminels, en tant que force de police, comment est-ce que vous faites face et comment est-ce que vous vous adaptez en fait à cette nouvelle utilisation et cette nouvelle technologie ? Oui, alors la criminalité. Alors, il y a d'abord la criminalité organisée qui sait très bien se servir de la cybercriminalité. Maintenant, le cyber, c'est devenu un moyen de faire d'autres crimes qui étaient plus historiques, on va dire. Et en plus, ils ont des moyens. Donc, rapidement, ils arrivent à s'approprier les nouvelles technologies, l'IA, entre autres, hein, et l'appliquer pour leurs desseins. Alors, nous, on se sert aussi de l'IA. On essaie d'adapter l'IA pour nos besoins. On a toujours un bémol, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pourcentage d'erreur. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une recherche via l'IA, par exemple sur du texte, beaucoup de data, Black Basta, on a énormément de data, des chats à travailler, l'IA nous aide à faire du tri, à nous faire de la traduction, etc. Sauf qu'il faut qu'on soit certain de ce qui est dit et certain de ce qu'on va écrire. Et ça, avec l'IA, pour l'instant, il y a encore un bémol. Donc c'est la difficulté. Disons que c'est une aide. C'est un intermédiaire, mais ce n'est pas encore quelque chose de probatoire pour nous. Ça peut nous servir sur les images, etc. Et en même temps, pour pouvoir se servir de l'IA, nous, dans notre service, alors c'est mon groupe de l'appui spécialisé qui le fait, il y en a une qui est là, on a une dizaine d'ingénieurs qui se servent de ça. Malgré tout, ça demande aussi une infrastructure technique lourde et donc des moyens. Alors, si on avait notre limite, ce sont les moyens. Des moyens financiers, des moyens... Moyens financiers, moyens techniques, on arrivera à trouver. Moyens financiers, oui, parce que pour avoir le moyen technique, il faut les moyens financiers. Et moyens humains ? Moyens humains, on arrive... Alors, oui, on n'en aura jamais assez. On recrute, on grandit. On est passé, mon service, au niveau central, on a une 50aine pour mon pôle, mais on a aussi une 20aine de détachements qui viennent de s'ouvrir, avec une 30aine d'antennes sur ces détachements en plus, donc un maillage complètement national, et on essaie de faire que chacun d'entre eux ait les mêmes moyens techniques que nous, au niveau local, au niveau régional au minimum, ce qui est énorme, hein, c'est un budget énorme. Mais au dehors du budget, il faut aussi développer. Nos ingénieurs arrivent à développer, mais on a aussi besoin des partenariats publics-privés. On a de bons partenariats publics-privés. Arrive un moment où on a la limite, c'est le prix de la licence. Au démarrage, ça va parce qu'on aide à développer. Après, ça devient payant, ça devient cher. On a d'autres partenariats, les CERT, hein, je reviens dessus, c'est super important, être l'ANSSI, parce que malgré tout, ça nous donne aussi un maillage dans la vie économique avec tous les partenaires, et donc du coup, on arrive à avoir des retours avec eux, surtout du retour d'information. On arrive à savoir tout de suite, vous avez un hôpital qui est attaqué, le CERT Santé est au courant, qu'il appelle le CERT PJ, qui nous, on est au courant. Tout de suite, on n'a pas encore de plainte qu'on intervient déjà. Et aussi l'Union européenne, parce qu'il y a des fonds avec la Commission européenne qui développent des budgets qui nous permettent d'intervenir avec ce qu'on appelle impact, et qui nous donnent des possibilités de se développer et de s'approprier les nouveaux outils qui apparaissent pour essayer d'être à la même hauteur que la criminalité organisée et pour après se développer et l'utiliser. Merci beaucoup.
Mark, Alexandru, Gavin, you are both deploying technological solutions that effectively fight cybercrime. In what way? Are these technology real assets, and do they complement each other's? And what are you currently working on to improve the technological capabilities of these tools? Mark, perhaps first, then Alexandru, and then Gavin. Yes. So. I'm rather happy that we broadened the definition of cybercrime here a little bit. So beyond the attack, but it's more about the abuse of new technologies for criminal purposes. I think what we do see nowadays. And what you see with all these new technologies, they're super complicated. So for example, in our case, we're doing dark web monitoring. Actually, what criminals do here is abusing privacy-preserving technologies. Because anonymity on the internet is not a problem, but they're using those technologies for criminal purposes, the crime is the problem. So that is the part we have to fight. And I think from the law enforcement perspective, it's impossible to understand on every technology. We have challenges on AI, we have challenges on blockchain, and on every angle of the technologies, there is kind of abuse taking place that every company, I think here on the table, wants to fight against. So we have a deep understanding of how the dark web works and how the crimes work and what's going on over there. And in close cooperation, and I think co-creation is a good term, but the kind of the constructs that we discussed here before are really great ways to move things forward. Because let's say we understand a bit of the technology, but we are not police side, and the police side doesn't understand fully the implication of technology, but doing this together makes us stronger. So for the last 5 years, and honestly that's also a little bit where the name of my company comes from, C-Flow, we need to work together to come in a flow and really get things done. If people don't want to work together, doesn't want to get things done, it doesn't help. So we are always keen in making partnership with people who really want to push things forward. And the main things we are working on, and our closest partner is Prosecutor's Office in Bavaria. They are very keen in understanding the new technologies and making the cases. And this is what we do in a very trusted setting, also together with an industrial partner from Austria, who is doing the crypto analytics. And that's where we connect the crimes from our side to the payments in cryptos. And then they can contact Coinbase, for example, like, hey, do you have more information about this suspect? Because we believe he is using this kind of crime, or this is the suspicion why we're contacting you. And this is where we think, or that's I believe, that also law enforcement should push the industry a little bit, like, hey guys, make your tools work together. So it's not only people working together, but also the technologies to work together to be quicker to the right entities or the right pieces of information. Of course. Alexandru, maybe? Yeah, I'm going to echo that, that you need to build the tools together with law enforcement, because our engineers can imagine things the way they would like to look like, but when you present it to a judge or a police officer, they'll say like, I can't work with this, it's not helping me. So it's very ideal that when you start to work on such a tool, even if you just have like the basic idea or a proof of concept, to start working together, incorporating feedback, doing several iterations, and so on. The tools that we developed for law enforcement, obviously some of them I'm not able to disclose. And even within my organization, there's a selected number of people that know about it. Because if the information that these tools exist will mean cyber criminals will say, so that's possible, okay, I'll move to something else. And that's the reason of the secrecy of it, not something else. One other tool that I can talk about, it's we've built something called the Law Enforcement Portal, for the lack of a better name. Don't worry, I have even a worse name later. So basically, this is a tool that if you know somebody from Bitdefender, or if you know me and you're a police officer in a friendly country, you get free access to it. Okay, and you also get 2 invites to invite 2 of your colleagues and 2 of your colleagues and so on. It's like spread within the organization. It contains an OSINT tool, a dark web monitoring tool, and also a dark web time machine. So basically, it can look like a particular hidden service, how it was today, a month ago, a year ago, even if it's no longer online today. So that will help. Because, for instance, just a simple example, ransomware authors or ransomware affiliates, whenever they're closing down their business, they go to the forums and say, delete everything about me. So having the possibility to look in the past really helps you out.
And the last technology that we just presented this year at Europol Innovation Days, for the lack of a better name again, it's called Forum DB from database. It's an internal name. We'll figure it out. We'll come up with something else. Basically, this is a crawler for ClearNet and Darknet forums, which sometimes host criminal activity. And we put a bunch of AI on top of it to summarize, translate, provide intel, like who is talking to whom, who is also present in several other cases and so on. And it's not included yet in the law enforcement, but it will be in the near future. Yeah, very operational. And Gavin? And for us, we are working in 3 different streams. So private-public, private-private, and private-public-private. So similar to my other speakers, a lot of the stuff that we're doing internally, we're not super keen about talking about too publicly, but being a financial institution, we are, in my opinion, slightly more advanced than some of the more traditional financial institutions in terms of using artificial intelligence to speed up how we look for and analyze something that could be an anti-money laundering trigger, a CTF type trigger. So I think we're getting a lot faster and more proactive in terms of how we identify and then communicate those information on. On a private-private basis, we're also taking some efforts more on a wider kind of public basis to try and raise the game from a defensive perspective. So just last week, for example, Coinbase released our code for our multi-party computational encryption methods and processes to GitHub publicly to encourage other financial institutions, including our competitors, to improve their own cryptographic processes and practices. We put that out there publicly for a motivated security audience. We do have bug bounties available. If anybody can find any flaw or vulnerability in that code, please do come let us know. We will happily pay you for any issues you might find there. And on the public-private-private side of things, we're also starting to work more on the private-private with a view that when there is incidents of a security perspective, particularly in the blockchain and crypto space, that we want to collaborate aggressively to address those, to move the dial forward, and then to engage at the appropriate time with our law enforcement partners to kind of look at those and how we respond at a much more broad responsive perspective there, as everybody being involved at the same time typically means a better response. We all learn more from the processes and we all protect to prevent these issues happening again. Yeah, very interesting this one. Eric, la Human Technology Foundation est particulièrement attachée au développement de technologies qui soient éthiques. On vient juste de parler de technologie justement. Comment est-ce qu'on intègre de l'éthique dans le développement et dans l'utilisation de ces outils? Quels garde-fous vous paraissent aujourd'hui essentiels? C'est une bonne question parce que généralement, quand l'éthicien entre dans la salle, tout le monde se dit « Oh, non ». Si, parce qu'au sens où c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond, on a l'impression, enfin hier j'étais sur une table ronde sur les boucles de commandement sur l'état d'opération et on travaillait aussi sur ces dimensions éthiques qui sont clés quand même dans la conduite de la guerre et on voit bien qu'il y a quand même une tension qui est toujours assez forte entre d'un côté l'efficacité, ce que disait un officier dans la salle, si on mène une guerre c'est pour la gagner et en même temps on n'est pas prêt à la gagner à n'importe quel prix. Parce qu'à un moment, il faut quand même qu'on reste dans le cadre des valeurs qui sont les nôtres en tant que démocratie, en tant que France, pays, Union européenne, etc. Et en fait, on voit que la question, c'est comment est-ce qu'on gère cette tension. Parce que finalement, l'éthique, c'est pas tant une science du bien ou du mal qu'une capacité à gérer des conflits de devoirs. Je ne sais pas, si on prend la reconnaissance faciale, on a travaillé avec certaines sociétés privées, la tension entre d'un côté la légitime transparence que peuvent attendre les utilisateurs s'il y a un truc qui fonctionne mal, et en même temps la nécessité d'assurer une sécurité. Et trop de transparence, à un moment, nuit quand même fortement la sécurité. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qu'on met en œuvre avec les acteurs publics. On a travaillé par exemple sur l'identité numérique avec le gouvernement du Canada, comme avec les acteurs privés. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir une éthique qui soit à la fois by design. On se rend compte que trop de systèmes sont conçus d'une façon qui permet trop facilement un mésusage. Et là, je pense que, notamment quand on parle d'IA générative, il y a un boulevard, il y a un énorme travail à faire. Et puis, il faut quand même que ce soit une éthique dynamique, c'est-à-dire qu'au sens où il faut faire un peu du test and learn et régulièrement faire évoluer un peu les protocoles. Et je pense que le premier truc à faire, que je pense quasiment aucune structure ne fait vraiment, c'est d'identifier ces valeurs et de hiérarchiser ces valeurs. Ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on met en avant, je ne sais pas, par exemple, la liberté ou la vie privée ou la sécurité. Et en fait,
tant qu'on n'a pas fait ça, on a l'impression qu'en fait, on navigue un peu à vue, on est un peu dans le flou. Puis une fois qu'on a fait ça, effectivement, là, on peut commencer à bâtir quelque chose de l'ordre d'une charte éthique. Il y a des grandes entreprises comme La Poste, par exemple, qui ont fait ça. C'est le cas d'AXA, c'est le cas d'Air Liquide, c'est le cas de plein d'autres qu'on a aidé à déployer leur charte éthique. Et ça va servir un peu de dorsale, de ligne, comment dire, de base pour le déploiement de toutes les technologies. Et finalement, on se rend compte qu'une technologie éthique, ce n'est pas une technologie sur laquelle on va pinailler sur chaque petit détail. Il faut qu'elle soit efficace, on est d'accord. Simplement, il y a quelques lignes rouges, et moins il y a de lignes rouges éthiques, et mieux on peut les défendre. Donc moi, je suis pour une éthique minimaliste, mais une éthique, très claire. Et ensuite, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on applique ça. Parce qu'il y a aussi plein d'institutions, qu'elles soient publiques ou privées, qui font ce travail-là parce qu'on doit le faire politiquement, etc., qui le collent au mur, puis on n'en parle plus jamais. Et en fait, la question, c'est au moment où on opérationnalise que les choses deviennent un peu difficiles, mais en même temps, c'est là que ça devient intéressant. Et là, je suis au comité d'éthique de l'IA et du numérique du groupe La Poste. Et on voit que la vraie question, c'est de savoir comment, dans un groupe aussi étendu que celui-là, avec de la donnée de santé, une banque, une compagnie d'assurance, donc quelque chose de très divers, on réussit à faire en sorte que ce qui est fait par le groupe est vraiment dit, et ce qui est dit est fait plutôt. Et je dirais que peut-être la dernière difficulté qu'on rencontre, et qu'on rencontre peut-être depuis 18 mois, et ça je pense que c'est dans tous les secteurs d'activité et dans tout le déploiement des technologies, c'est qu'on a de plus en plus des technologies qui sont à la main de l'utilisateur. Je pense à l'IA générative. Tant qu'on avait des systèmes qui étaient déployés top-down par la direction, finalement la responsabilité éthique, elle était sur les épaules de très peu de gens qui étaient plutôt très formés, qu'on pouvait encadrer, accompagner, etc. À partir du moment où vous avez une IA générative que n'importe qui peut utiliser dans l'entreprise, n'importe qui peut faire le meilleur comme le pire avec cette IA générative. Donc en fait, à un moment, la responsabilité éthique, elle redescend sur les épaules des utilisateurs qu'il faut former et qu'il faut préparer pour ça. Justement, vous venez de mentionner l'utilisateur et de la responsabilité qui pèse aujourd'hui, qui devrait peser en tout cas sur cet utilisateur. Comment est-ce que vous percevez le facteur humain dans la lutte contre la cybercriminalité? Comment est-ce qu'on pourrait en faire le maillon fort? On ne va pas se mentir, tout le monde sait que c'est le maillon faible. Non mais l'humain c'est le maillon faible. Non mais c'est-à-dire qu'en fait, quand je vous parlais du hacking du cerveau, je pense quand même que l'humain est peut-être la chose qui est la plus difficile de sécuriser, de durcir. Je pense à une faille de sécurité qui avait, il y a quelques années, fait que 6 millions de profils d'utilisateurs d'une grande banque du Canada s'étaient retrouvés sur le dark web. Mais ce qui s'était passé en vrai, c'est qu'un informaticien licencié et malveillant avait branché un disque dur sur le système, avait téléchargé la totalité des profils et avait balancé tout ça sur le dark web. Alors comment c'est possible? Ça, je pose la question quand même, que même en tant qu'informaticien on puisse le faire. C'est une vraie question, mais je pense que malheureusement, là, c'est l'humain, il faut prendre en compte dans sa complexité, y compris dans ses biais. Et moi, je pense qu'il faut prendre en compte la façon dont l'humain fonctionne. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. On a souvent tendance à penser que l'humain, il est comme la machine, finalement, si on le programme pour un truc, il va le faire. Ou si on lui dit que c'est obligatoire, il va le faire. On ne va pas se mentir, tous ceux qui sont dans les forces de l'ordre savent que l'humain passe sa vie à faire des choses qui justement ne sont pas autorisées. Donc la question, ça va être aussi comment par le nudge, par l'accompagnement, on réussit à les guider dans la bonne direction. Et je pense que concernant la cyber, et notamment tout ce qui est cybersécurité, tant qu'il n'y a pas un Hiroshima, on n'a pas l'impression qu'il y a un problème. C'est comme les accidents, ça arrive qu'aux autres. Et on n'arrête pas d'entendre que tel hôpital s'est fait hacker, mais les gens ne prennent pas la menace vraiment au sérieux tant que ça ne les touche pas directement. Donc je pense que sur ces sujets-là, un discours volontairement anxiogène est un discours légitime. Il ne faut pas hésiter à faire peur aux gens, leur montrer la responsabilité et leur dire que c'est important. Je pense qu'il y a un discours de formation, c'est-à-dire qu'inquiéter les gens, ça ne suffit pas. À un moment, il faut aussi les accompagner. Et trop de gens, finalement, sont ignorants des réflexes de base qui, dans cette salle, passent probablement comme des évidences, mais qui, en dehors de cette salle, sont complètement fantasmagoriques. Et puis, peut-être le dernier point, et ça, je pense que c'est peut-être le point le plus capital, c'est de travailler sur l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que trop souvent, on met en place des protocoles de sécurité qui sont des protocoles, en fait, c'est hyper compliqué.
Et je me souviens d'avoir discuté avec un spécialiste du cloud souverain. Je dis, mais vous faites comment, Il me dit, oh, mais tout le monde devrait l'utiliser, c'est simple. Vous entrez votre mot de passe, vous recevez une confirmation sur votre téléphone, vous cliquez, vous vous authentifiez, machin, etc. Et, je dis, et sur Google Cloud, bah, drag and drop. Tout le monde fait drag and drop. Non, mais on ne va pas se mentir. Et on peut le voir. Enfin, moi, j'ai plein d'exemples d'amis qui travaillent dans les forces de l'ordre et qui, on ne va pas se mentir, bypassent quand même les protocoles de sécurité. Le fait qu'Hillary Clinton, à un moment, ait balancé tous ses mails de la Maison-Blanche sur Yahoo, ça dit quelque chose quand même. Donc je pense qu'en fait, il faut qu'on travaille aussi, tant que l'expérience utilisateur ne sera pas à la hauteur des protocoles de sécurité, les gens utiliseront toujours la voie la plus facile plutôt que la voie la plus sûre. Évidemment, malheureusement, l'humain, dans toute sa splendeur. Paul-Alexandre, le renforcement de la lutte passe aujourd'hui par des échanges qui sont plus poussés aussi avec les États. On le sait, l'Asie est l'une des régions où la cybercriminalité est en plein essor. Vous développez, vous, Europol, de plus en plus de partenariats, que ce soit avec le Japon, la Corée du Sud, mais aussi Singapour. Sur quel domaine portent aujourd'hui ces partenariats et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, effectivement, au départ, comme j'avais dit, Europol, c'est essentiellement, et notre but premier, c'est d'appuyer les États membres de l'Union européenne. Europol a effectivement des accords opérationnels et stratégiques avec différents pays. Des pays qui en fait coopèrent déjà régulièrement avec les États membres de l'Union européenne. En revanche, ces dernières années, on constate effectivement maintenant une plus grosse coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est, comme vous l'avez mentionné, et en particulier effectivement le Japon en est le parfait exemple. Ce pays n'a pas encore d'accord opérationnel avec Europol, mais un accord stratégique. Cependant, ils sont déjà présents donc, au sein de notre quartier général à La Haye, avec un bureau de liaison qui est armé par 3 officiers de liaison japonais. Et finalement, quels sont quel est le but de cette coopération? C'est en fin de compte une coopération opérationnelle. Par la force des choses, en réalité, les États membres de l'Union européenne avaient des dossiers, en particulier par exemple sur ce qui concerne les ransomware, la cybercriminalité, pour lesquels ils coopéraient déjà avec la police japonaise. Et dans le cadre de cette coopération, donc, progressivement, et personnellement, je peux en être témoin, par exemple, avec l'opération Chronos contre le ransomware Logbit. Les Japonais ont été très présents dans le cadre de cette opération. Ils ont pu développer un déchiffreur qui a permis d'appuyer finalement l'action des forces de l'ordre et l'action globale contre le ransomware Logbit, en prenant en compte tous les volets, y compris le volet victime. On a eu d'ailleurs le dernier sprint de l'opération Chronos sur Logbit s'est fait au Japon, à Tokyo, où tous les pays finalement qui faisaient partie de ce groupe ont envoyé des enquêteurs et des techniciens au Japon pour pouvoir travailler également une semaine à temps complet avec les enquêteurs japonais là-dessus. Dans le cadre de cette coopération, comme je l'ai dit pour l'instant, alors c'est encore en discussion, mais on a uniquement une coopération stratégique pour l'instant avec le Japon. Donc, on peut recevoir de l'information des Japonais via le fil sécurisé Siena que l'on utilise avec tous les partenaires d'Europol. En revanche, les produits d'analyse et l'échange de données opérationnelles pour nous n'ira que vers les pays qui ont un accord opérationnel avec Europol et les États membres. Donc après, c'est vraiment charge aux pays concernés qui ont des cibles communes avec les Japonais de partager ces données directement avec la police japonaise sans passer par Europol. Donc on a effectivement cette coopération de ce côté-là. Juste après le Japon, on a effectivement la Corée du Sud qui a ouvert un bureau de liaison également au Japon et qui commence à multiplier aussi les échanges entre Europol et cette partie du monde. Dernièrement, sur une enquête et un groupe de travail contre un ransomware en particulier dont je ne donnerai pas le nom, on a également aussi la police singapourienne qui a rejoint également les différents calls de coordination que nous organisons et qui font partie intégrante finalement de ce groupe de travail, dans les mêmes modalités finalement de coopération que la police japonaise. Et effectivement, on assiste de plus en plus, et ça va être une région du monde qui, en tout cas en cyber, devient de plus en plus intéressante, avec notamment les dernières cibles qui ont été identifiées dans 2 de nos dossiers, des cibles qui sont effectivement en Thaïlande
et qui justifie très clairement d'approfondir la coopération avec ces pays-là. Voilà en clair ce que je peux dire pour l'instant sur l'état de la coopération avec ces pays. Encore une fois, généralement, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment l'opération qui fait force de loi, et donc, qui fait nécessité, pardon. Et donc, effectivement, on a vraiment d'abord une coopération qui s'inscrit dans le cadre d'une opération, dans le cadre d'une nécessité opérationnelle, et après, petit à petit, des discussions qui sont en cours pour pouvoir formaliser ça éventuellement avec des accords opérationnels s'il y a lieu. Merci beaucoup, Paul-Alexandre. On suivra avec beaucoup d'intérêt la suite de ces échanges opérationnels, que ce soit avec le Japon ou la Corée du Sud. Mark, we can see that things are moving forward. Dialogue is being facilitated. Last December, you joined the multi-partner project Ensemble for enhancing collaborative investigations against cybercrime. Can you tell us more about it, and which are the players? What are the objectives, and what is the work you are going on? Yes, so one of the main means how we innovate in our company is, for example, through these European projects. So this is a Horizon Europe project. It's going to take 3 years. It has 5 law enforcement agencies in the project, 7 research partners and 6 companies, if I have the numbers right. With the focus on AI cybercrime. So that is where we do see, well, in cybercrime, there's so much data generated. We need to have AI technologies to become efficient, but also to become reliable, following proper ethics methodologies. So all these elements are in the project. And one of the examples from CFlow, where we are really keen on to work with. It's kind of an ethical approach of AI. Usually if you train your AI model, which is, if you look at the exhibition, the solution to everything, but for us, and I have a PhD in this, AI is never perfect. So like we as humans are never perfect and making mistakes in our judgments or in our understanding. So let's take that as part of the design. You have an output of your AI. For example, we think this is a website for a bank, but it's a phishing website. But the AI can be wrong. And if an expert sees it's wrong, how is he going to give feedback? Or if somebody else sees it's wrong, wrongly tagged or wrongly classified. And this is what we start to call collaborative AI, where experts and AI start to work together, where experts correct the AI, but at the same time, and we have seen many examples where, for example, experts have to classify huge amounts of data or huge amounts of entities. Experts make mistakes as well. And the AI perfectly is able to discover the inconsistencies. So that is where we start to see like AI and experts can work together on getting a real good data quality of the analysis. So these are typical things that we can research, test in operational cases or near operational cases, and then having the industry partners in the project to translate this into the products where we deliver them to law enforcement. The good news for the law enforcement agencies involved in this project, they got products that really better fit to their needs, coming back to my co-creation point before, because that's what we do in the project. Thank you very much. Paul-Alexandre, on l'a compris, il faut aller plus loin encore, et c'est ce que vous souhaitez faire, vous, à Europol, avec ce que vous appelez l'After Action Effect. Qu'est-ce que ça va permettre concrètement, et quand est-ce que ce sera opérationnel ? Alors, très clairement, le but pour nous, c'est de capitaliser en fait sur le travail des forces de l'ordre et l'énorme travail qui est fait au niveau de tous les pays et de toutes les agences que l'on appuie pour finalement multiplier encore plus ce résultat et avoir vraiment un impact à plus ou moins moyen terme et long terme sur cet écosystème. L'une des manières, par exemple, c'est de pouvoir inclure de plus en plus le volet prévention dans les activités. On l'a vu, par exemple, en avril 2024, d'abord avec l'opération Stargrew contre la plateforme de phishing Labost. Le but n'était pas seulement de mettre un terme et de démanteler la plateforme en elle-même,
mais également d'identifier ses utilisateurs. Le but était également de faire passer un message à tous les autres utilisateurs, parce que finalement, les forces de l'ordre ne peuvent pas cibler l'intégralité des utilisateurs d'une plateforme, et certains sont juste en train de commencer dans leurs activités cybercriminelles. Et le but, c'est justement pour ceux qui viennent juste de commencer, de pouvoir utiliser ce type d'opération pour pouvoir faire passer un message clair à ces jeunes utilisateurs, pour éviter à l'avenir qu'ils basculent finalement complètement du mauvais côté, entre guillemets. On a eu aussi un autre exemple, donc un dossier appuyé par, comme on l'appelait, Cyborg chez nous, qui gère tout le volet cyberattaque, l'opération Power Off en décembre dernier, qui justement a mis un terme et a démantelé 27 services qui facilitaient les attaques DDoS. Le but, c'était pas seulement de démanteler ce service-là, mais également de faire passer un message aux entre guillemets, jeunes utilisateurs de ces services. Clairement, les attaques DDoS, c'est vraiment ce qui se fait de plus basique en termes de cyberattaque, mais c'est aussi par là que les futurs hackers en puissance commencent en réalité. Ils commencent à se tester eux-mêmes, ils veulent avoir, au départ, ils sont énervés contre, par exemple, une institution X ou Y, et ils vont utiliser ce type de service pour, effectivement, tester un peu leurs compétences. Le but, c'est d'éviter qu'ils basculent complètement du mauvais côté et de passer justement le côté sensibilisation et prévention en plus de cette action purement répressive. En plus de ça, le but pour nous, encore une fois, dans la priorisation des dossiers, puisqu'on a plusieurs dizaines de milliers de demandes d'appui chaque année, le but, c'est vraiment de pouvoir aussi mieux prioriser les dossiers, de manière à pouvoir rediriger un appui fait sur mesure sur les dossiers en question. Et à cet effet, d'essayer, et on va l'introduire d'ailleurs la semaine prochaine, lors du prochain Advisory Group, on va demander aussi l'appui des partenaires privés pour ce faire, d'essayer de mesurer finalement, et de mieux évaluer l'action d'une opération sur l'écosystème cyber. Typiquement, par exemple, dans le cadre de l'opération Endgame de l'année dernière, effectivement, c'était une des premières opérations très compliquées à coordonner parce que ça impliquait quand même le takedown de 5 botnets. Le but, c'est pas seulement de dire ok, il y a eu une très belle opération, il y a eu des très belles vidéos, un super site web qui a été fait. Quel a été vraiment l'impact de cette opération sur l'écosystème? Et on a eu des premières métriques de certains partenaires privés qui ont montré une claire chute du déploiement de malware via ces droppers quelques mois qui ont suivi cette action. Donc le but, à travers justement une meilleure évaluation des dossiers, c'est de voir où est-ce qu'on va rediriger notre effort, ou alors au contraire, si jamais vous faites une opération qui a nécessité énormément de moyens humains et techniques, parce que c'est vraiment ça qui a été mis en lumière aussi par Christophe, de savoir finalement, si jamais cette opération, à l'issue de celle-ci, on ne voit aucun changement finalement dans le nombre d'attaques menées ou dans la manière dont les groupes visés évoluent, très clairement, ça veut dire qu'on a raté quelque chose et qu'il faut essayer d'améliorer ça par la suite, ou alors au contraire de rediriger le focus sur un autre volet finalement de cette cybercriminalité. Donc ça va être vraiment un point nécessaire et qu'on est en train de mettre en place. Ensuite, dans la continuité finalement de l'exploitation des grosses opérations judiciaires menées par les pays que l'on appuie, les agences finalement arrivent à mettre la main sur des mines d'or de données, comme j'avais souligné avant, surtout sur les opérations qui concernent finalement des plateformes. Et là, le but pour nous et le challenge finalement, c'est cette donnée, elle est contribuée à Europol par la suite. Jusqu'à présent, on a une donnée qui est effectivement ingérée dans nos systèmes, dans le cadre du mandat d'Europol. Et pour chaque demande d'analyse des États membres, on arrive à aller chercher et finalement faire des recoupements dans ces bases de données qui sont contribuées par les États membres pour produire un rapport d'analyse qui vont faire les liens finalement avec les autres dossiers en cours et les autres contributions. Cependant, là, on assiste finalement à des services qui ont été contribués, mais qui regroupent plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs millions d'utilisateurs. Par exemple, suite à l'opération Talent, qui a permis la saisie des 2 forums cybercriminels nuls et Cracked,
Ces 2 forums regroupent à eux seuls 10 millions d'utilisateurs enregistrés. Attention, je ne parle pas de... C'est des 10 millions de comptes. Un utilisateur peut avoir différents comptes. On ne parle pas de 10 millions de cybercriminels comment sur ces plateformes. Mais en attendant, ces 10 millions de comptes, soit effectivement ils vont être mis de côté et entre guillemets être disponibles sur des requêtes, soit le futur challenge, c'est de pouvoir faire, à l'image finalement de ce que le volet criminalité organisée a très bien fait avec EncroChat et SkyECC, de pouvoir finalement faire de l'analyse proactive de ces données pour pouvoir après mettre en lumière éventuellement des utilisateurs, mettre en lumière des réseaux, des groupes cybercriminels qui jusqu'à présent étaient restés sous le radar des forces de l'ordre ou n'ont jamais été identifiés. On parlait effectivement de la coopération publique-privée et j'en profite d'ailleurs pour saluer l'action et l'information qui venait et de Bitdefender d'ailleurs et de Coinbase qui a permis, alors je ne donnerai pas le nom du dossier, mais qui a permis d'identifier la semaine dernière d'ailleurs l'un des cybercriminels, la L-Value Target la plus recherchée de Norvège sur un des dossiers et qui était en cours d'identification ces 5 dernières années. Donc très clairement, c'est vraiment l'agrégation des données qu'on a dans les enquêtes qui nous sont contribuées en ce moment, avec des dossiers en cours, pareil, qu'on ne va pas révéler, mais qui fonctionnent très bien et dont la France est un très gros pourvoyeur, plus une agrégation aussi, un appui des partenaires privés, qui vont vraiment être la clé de voûte pour pouvoir améliorer l'appui qu'Europol peut fournir aux forces de police européennes. Merci beaucoup, Paul-Alexandre, commandant. Donc, on vient de le voir, la coopération continue, se renforce. Comment est-ce que vous, à l'OFAC, vous imaginez le futur de cette coopération à horizon, disons 5 ans, peut-être 2030 voilà. Alors, difficile d'imaginer quand même. En tout cas, on a un vœu, c'est qu'elle se poursuive et qu'elle se développe comme elle se développe actuellement. On commence à bien organiser la coopération, que ce soit au niveau national, nous, entre les services, entre le public privé, parce que c'est important de travailler avec les entreprises privées qui peuvent développer, qui ont les moyens de développer, et surtout aussi, faut organiser cette coopération pour que des services ou d'autres pays ne fassent pas la même chose que nous. C'est perdre du temps, en fait. Europol, là-dessus, est très important. Ça permet de focaliser l'ensemble et d'avoir une vision plus large, en fait, d'élargir le spectre, pas être seul dans son coin à travailler sur un sujet. La coopération internationale, forcément, elle va devoir s'amplifier. Europol prend une place de plus en plus importante et qui est tout à fait légitime et pertinente. On a besoin de travailler avec eux. Interpol également. Je pense qu'Interpol, ça peut être un biais qu'on utilise un peu moins, mais parce qu'on est pays européen. Malgré tout, le focus, on en parlait, part un peu vers l'Asie, les pays asiens. Et bon, Interpol a sa place. Donc nous, il va falloir qu'on développe un peu plus avec eux. Je vais juste vous donner un exemple d'enquête auquel on peut être confronté et pourquoi la coopération, c'est important. L'année dernière, on a eu un dossier qui nous est arrivé via le J4, parce que le J4 a été l'interlocuteur des Américains. On a une banque qui est dans les îles Caïmans qui se fait siphonner 14 millions de dollars en crypto-monnaie et par un ancien prestataire de services qui est d'origine russo-ukrainienne avec son entreprise qui est immatriculée en Angleterre. Lui-même habite et est domicilié en France, mais en fait, il n'y habite pas du tout. Il tourne un peu partout en Europe, notamment, enfin en Europe pas seulement, notamment à Dubaï, et en Europe, en Italie. Et on finit par l'interpeller en Italie. Donc le dossier, vous avez une multitude de pays qui sont impliqués dans le dossier, donc une multitude de droits, parce que nous, encore une fois, DNPJ, on revient sur le côté juridique, et il faut qu'on applique la loi. Donc chaque fois qu'on fait une action, c'est facile de dire on va aller chercher, je vais les chercher en Italie. Sauf que pour aller chercher en Italie, il y a quand même des biais à prendre. Europol et Eurojust, parce que ça c'est le parti judiciaire, nous y aide beaucoup et nous donne aussi des moyens comme la Commission européenne ou l'Union européenne aussi, qui nous permettent de bouger en nombre. Enfin voilà. Donc, en fait, dans la lutte contre la cybercriminalité, la coopération au sens large du terme, est hyper importante et forcément va se développer. On ne peut pas savoir à quel point elle va être dans 5 ans, mais déjà, elle est beaucoup plus forte que l'année dernière, elle sera encore plus forte l'année prochaine. C'est rassurant, merci beaucoup, commandant. Gavin, maybe just in 2 words, what about you as a private player? What would you like to see happen? 2 words.
more cooperation. No, for us, it's great. We love the advisory groups. We love the outputs. It is not entirely selfless that we engage in these processes. We benefit a lot from the threat intelligence and information that gets shared our way too. What we'd love to see, as mentioned there, is more harmonization across the Europol, Interpol world in terms of streamlining those top 10 hit lists that we have for threat actors, threat concerns. Europol's already leading the way on their JCAT efforts there. So more of that is exactly what we want to see. Thank you very much, Gavin. Il nous reste quelques minutes pour prendre quelques questions dans la salle. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et on vous passera un micro afin que vous puissiez la poser. Je suis sûre que vous avez des questions. La première est toujours la plus difficile à poser. Si, ah, super. Alors attendez, j'arrive tout de suite. Thank you. Good afternoon, and congratulations on such a fruitful discussion. I was wondering if in the partnership between the private and the public sector, were there any issues concerning the confidentiality of the data that was shared by the public sector with the private sector? Because there are groups with police officers together with representatives from the firms, from the companies. And when you put the data together, because Mark was saying that the machines should work together and having data put together, if there were any issues concerning the confidentiality of the data gathered by the public sector. And on the other hand, if there were any issues before the court after the trial when using the tools that the companies offered, if there were issues before the court. Thank you. Thank you very much for this question. I don't know who wants to answer. Maybe Paul Alexandre? Yeah? In English or in French? As you want, I think maybe in English. All right, sorry for my French accent in advance. But in principle, for instance, when we speak about the advisory group members, actually, since we know exactly they are trustworthy partners, we know exactly more or less how they are gathering the data. So in principle, we don't have any issue to receive data from such partner. When it comes to like other or new ones, then of course there is kind of an assessment that is being made, depending of course of the nature of the data, how it has been received. But if it's still of relevance for the country in question, we still have the mandate actually to identify the affected countries and to share it with them, but as intelligence and also taking into account the proper handling codes or conditions that the companies are using to share the data with us. In the private industry, it's more like the TLP handling conditions. We have our own ones using the Siena system with different age conditions, but it's more or less the same. So when it comes to the judicial use of such data, actually it's really on a case-by-case situation. There are definitely some countries, and I'm thinking for instance of the US agencies, that can use the major part, if not all, of the data contributed by the private sector on their cases at, let's say, for judicial use. In France, for instance, because I was in France 1.5 years ago, still leading the cyber operations department of the CISRIAN. To judicialize the data, it really depends on the magistrate and how the data is contributed and the countries in question. So it will be always after that a discussion at a judicial level between the French judicial authorities, for instance, and the companies that provided the data to see if this data is acceptable in court, how it has been contributed, and if not, then if there is another way for, let's say, the law enforcement of this country to acquire the data legally through another mean. Thank you very much. Maybe Alexandre, Gavin, or Mark, you want to add something? Yeah, Mark. Yeah, go on. A very short one from our side. The data that we collect is usually used as intelligence.
So it's open source intelligence, and it's used to get a home search. And during the home search, you got real evidence, you got the evidence, or it's a home search or a seizure of a server, and then the evidence is on the server. So in our cases, it's usually intelligence. Thank you very much. Yeah. Just a joke. We don't accidentally add people on signal groups. I hope so. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle? Il nous reste encore quelques minutes. Oui, on va vous apporter un micro. Hello, thank you for your intervention. And sorry for my own French accent. You can ask it in French. Enfin, vous pouvez la poser en français si vous préférez. Maybe it's better to speak English so everyone can respond. In the beginning of this intervention, you mentioned the link between cybercriminality and nation states, but you didn't go further. Do you see any interesting trends involving the use of malwares available on cybercriminal forums by nation states, whether it is for efficiency purposes or discretion of the operations? Thank you very much. I don't know who want to answer. Maybe. Come on. Non. Un désigné volontaire peut-être. Eh bien, il s'est auto-désigné. Merci beaucoup, Paul-Alexandre. All right, I will volunteer for this this question. Actually, well, it's a tricky one because obviously, again, I mean, main mandate is to fight against organized crime, not really nation state, which normally relies on like the intelligence services of the different countries, including, I think, in France. However, in the course of the investigation, you can find definitely sometimes links or like potential. I would say that basically what we are seeing sometimes is they might be some like indirect link between groups, or now like it's not that straightforward between let's say nation and specific cyber criminal groups. There have been some links that have been like highlighted based on well, definitely like communication acquired or stuff like that, or some part of the infrastructure, but it's super blurry, so to speak. It's really hard to really define it, and at a judicial level, actually, I mean, this is the prime concern is really about the target themselves, and not really after that, like to establish clearly these links. It's one layer above. But it really depends actually on the cases. What I can say is really in the last, let's say, years, regarding the cases that we are supporting when it comes to cyber attacks, we have seen these links, but it really depends on the group of the actors. And right now, actually, we have an initiative that is, well, I won't name the operation code name, but it, and we had a sprint recently on that. So these initiatives aim at basically gathering all the different already processed information on the biggest cyber criminal actors and groups to properly map out this infrastructure and these groups, the link that they have between them as well, because as you could see, there are different actors that are evolving in different actually network and group of people. And based on that, to really identify who are really like behind, let's say, these groups, and to really chase after that and narrow down the, let's say, the high value target actors. So this initiative is still ongoing. Is now ongoing. We might have like an OTF, so an operational task force regarding this specific operation in the coming weeks, and this might lead to, let's say, specific new findings. That's all I can say for now. Thank you very much, Paul-Alexandre. Yeah, you want to add something? Yeah, so there are ways when these criminal groups overlap. So for instance, there are governments out there who use criminal group to fund military operations or either cyber espionage techniques. It's easier to do it like that. You don't have to justify where you're having the funding from. It's a secret operation, and you're going to see some hacking or ransomware activities with the sole purpose of funding government activities. That's already known to be happening. Also, they work together in terms of, let's say, exchange experience or exchange parts of code or vulnerabilities. If you see a ransomware family where you see a new hacker using a new vulnerability recently exploited, you will see state attackers looking at that. Hey, I could use that to do my own
stuff. You will see attacks towards critical infrastructure or national institutions that start and are active for months. And then when they just want to clean out and make an exit, they throw in a ransomware, encrypt everything, charge some money. The government agency will not pay. They don't negotiate with terrorists, so to speak. But the whole idea was not the ransomware. They don't care about the money. They were just caring about the data that was being exfiltrated. And these attacks last for months, so they have access to tons of information. But the groups are overlapped. Sometimes they know that they're working for a government. Sometimes the criminal doesn't know who they're working for. Thank you very much, Alexandru. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Pas de dernière question? Très bien. Ben, merci beaucoup à tous les 6 d'avoir été présents aujourd'hui à mes côtés pour cette table ronde. Thank you very much to all of you. Je pense que s'il y a un mot véritablement à retenir de ces échanges, c'est véritablement la force du collectif. Ce collectif sans lequel rien ne sera possible et surtout pas dans la lutte contre la cybercriminalité. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi nos échanges aujourd'hui. Excellente journée à toutes et à tous. Merci.